Ceux qui souhaitent découvrir des contenus inédits liés au podcast peuvent les trouver sur notre compte Instagram. Si vous avez envie de mieux me connaître, vous pouvez trouver des contenus plus personnels sur Telegram. Tous les liens au réseau sont disponibles dans la description. Je suis Lucas et ça c'est One More Time. L'esthétique est très belle, je trouve la lumière vraiment très cinématographique. Ça donne, en tout cas, il y a quand même la note italienne élégante, je trouve, avec le noir et blanc. Bonjour, enchanté. Pour parler de toi, Lucas. Pour moi, c'est une âme, c'est une personne que je dois découvrir. Le fait de ne rien savoir, ça m'excite beaucoup plus parce que j'ai beaucoup plus de curiosité de le faire. Donc c'est un peu une scène de jeu, une fête foraine parce que quand j'étais petit, j'ai joué très peu. Ah bah voilà, la barbe à papa. Je vous faisais la remarque qu'il fallait des barbes à papa. On est en train de faire One More Time ici, donc je vais m'arrêter. L'histoire de Céline m'intéresse beaucoup. Son boulot d'aujourd'hui n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas sa vie, son exploration et son passé. J'aime aussi parler avec des personnes qui ont été beaucoup jugées. Merci. Petite, oui, je me sentais aimée. J'ai été une petite fille très gâtée, honnêtement. Je n'ai manqué de rien, mais c'est vrai que j'ai grandi dans une famille pudique. On ne se dit pas « je t'aime », on ne dit pas « tu es belle », on va plutôt dire « tu as bien travaillé ». Tu as eu une bonne note, c'est bien, continue. Et je me dis, il faut quand même que je me bouscule pour m'émanciper, parce que moi, mon rêve à ce moment-là, c'est d'être écrivain. Je me dis, mais en fait, j'aurais rien à raconter. Si je ne vis pas d'expérience, là, demain, je meurs. Mon histoire, c'est, voilà, elle est née à Annecy, elle a grandi là, et pouf, il n'y a rien d'autre. Donc, je ressens le besoin d'expérimenter, et c'est là que je m'intéresse au milieu de la nuit. En fait, mes parents, et je trouve ça bien d'ailleurs, n'ont jamais été impressionnés par la célébrité. Et d'ailleurs, j'ai toujours eu cette distance par rapport à la célébrité. C'est une vaste blague. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur, de plus respectable. Honnêtement, dans 50 ans, on ne se souviendra plus de moi et on va tous crever. Donc, bon. Alors Céline, déjà, je suis très content que tu sois venue jusqu'à Milan pour enregistrer cet épisode. Je te remercie. Merci de m'avoir invitée. Tu as le temps de profiter un peu de la ville ? Absolument. Oui, j'ai pris le temps de venir 2 jours plus tôt et ce n'était pas de trop parce qu'il y a beaucoup de trésors dans cette ville. Et j'ai envie de rester, c'est ça le problème. T'aimes visiter les villes, t'aimes comprendre l'histoire, la culture. Oui, je suis curieuse et j'ai aussi un faible pour les spécialités culinaires. Je suis toujours à la recherche du salon de thé historique avec la petite pâtisserie locale ou T'as trouvé ça ici ? Je n'ai pas terminé ma quête, mais j'ai trouvé quelques pistes intéressantes. Ouais, non, il y en a pas mal. Si tu veux, après, je te donne des conseils. Par rapport à la cuisine, bon, en Italie, on a de la chance. Mm-hmm. Mais moi, je suis né à Paris, j'ai habité là-bas 17 ans et demi, la pâtisserie française me manque énormément. C'est vrai, mais en Italie, je trouve qu'il y a un art de vivre et je sais pas, il y a le goût pour la qualité des aliments, des choses simples. Alors peut-être que je l'idéalise, mais à chaque fois que je viens ici, je trouve que même dans entre guillemets, un simple plat de pâtes, on trouve des saveurs qu'on ne va pas forcément trouver en France. Voilà, il y a quelque chose de traditionnel que j'apprécie beaucoup. Mais je suis content de ça. Disons que moi, on est toujours habitué à se plaindre de ce qu'on a chez nous. Donc, moi, j'ai un peu envie de France sur le salé et le sucré. Donc, parce que j'aimais beaucoup ça, j'ai grandi là-bas. Mais l'Italie me plaît assez du côté salé. C'est vrai que c'est très raffiné, on dit ? Oui, absolument. C'est très raffiné. Le français utilise beaucoup plus de beurre. En Italie, c'est plus l'huile d'olive, le beurre très très peu. Mais on a tendance maintenant à faire exploser les saveurs, à manger beaucoup plus sain. Mm-hmm. Alors, on part dès le début. Dès le début, c'est-à-dire, je vais te demander quand tu es né, donc quel âge tu as, dans quelle ville tu es né, et surtout dans quel contexte familial. Et puis, j'ouvrirai des parenthèses, on arrivera jusqu'à maintenant, donc on va se prendre le temps de tout se raconter. Ok.
Très bien. Je suis née le 9 avril 1979, au siècle dernier, donc c'est vrai. Dit comme ça, c'est vrai que ça fait déjà, c'est impressionnant. J'ai eu la chance de de naître et de grandir au bord du lac d'Annecy, D'accord. qui est près de la frontière suisse, près de Genève, mais qui est en France. J'ai donc 45 ans et demi. Et je suis née dans une famille avec un papa vietnamien, une mère française et 2 grands frères. Combien vous avez d'écart, toi et tes frères? 5 et 10 ans. Ils ont 5 et 10 ans de plus que moi. Je suis la dernière, la petite. Quel âge avaient tes parents quand ils t'ont eu? Oula, je me suis jamais posé la question. Ils avaient presque 40 ans. Ah, ils ont pratiquement le même âge? Oui, ils avaient. Mon père est décédé. D'accord. Je te le demande parce que mes parents avaient 26 ans de différence, donc vraiment Ah oui. beaucoup d'écart. D'accord. 18 ans ma mère, 44 ans mon père. Donc c'était pratiquement père et fille comme différence. Et donc ma mère, c'était comme une sœur à un certain moment. Elle comprenait mes exigences, elle comprenait ma génération. Quel travail faisaient tes parents quand tu étais petite? Je sais pas s'ils ont changé. Mon père était médecin. Et ma mère était sa secrétaire. Elle travaillait à ses côtés, comme la plupart des femmes de médecins à cette époque. Ils travaillaient en duo. Donc c'était vraiment une organisation de couple vraiment très fusionnelle. Très traditionnelle aussi. Ma mère est vraiment une maman gâteau, voilà, qui a toujours cuisiné à partir des aliments qu'elle achetait au marché. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Et voilà, c'est le papa qui travaille et qui ramène, voilà, qui prend soin de sa famille. C'est vraiment une image du patriarcat traditionnel. Quels parents ils ont été avec toi? C'est-à-dire, ils étaient sévères? Puis, je parle au pluriel, mais parle pour ta mère et pour ton père. Mais quel genre d'éducation t'as reçu? Et surtout, combien de compréhension par rapport à qui tu étais, quel était ton état d'esprit, ton état d'âme pendant que tu étais en train de grandir? Est-ce qu'ils comprenaient ton évolution humaine? Ouh, c'est une sacrée question. Ça a été variable. J'ai eu des parents très aimants, mais pour qui aimer, c'est avoir une autorité et c'est choisir pour. Puisque tu parlais du décalage entre les générations, mais c'est vrai que aujourd'hui, par exemple, beaucoup de parents, je pense, sont pour l'épanouissement personnel de leur enfant. Et ils vont être très à l'écoute de leur choix. En tout cas, ils vont essayer. Alors que moi, je suis d'une génération où l'enfant obéit. Il ne discute pas. Et les parents, en tant qu'adultes responsables, vont choisir pour l'enfant puisqu'ils ont plus de recul. Donc ça part d'un bon sentiment, ça part de l'envie de donner de l'amour à son enfant, mais c'est quelque chose c'est vrai, dont j'ai un peu souffert parce que forcément, en m'émancipant, j'ai ressenti le besoin de faire mes propres choix. Donc j'ai grandi dans un contexte aimant, mais tellement contrôlant qu'à un moment donné, j'ai ressenti le besoin de voler de mes propres ailes. Ton père, peut-être qu'il a été le même fils que le papa qu'il a été avec vous, c'est-à-dire que normalement tu répliques beaucoup les modèles, non, que tu reçois. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai pu avoir des jugements pour mes parents, c'est normal, il y avait beaucoup de colère. J'étais une adolescente qui est ensuite devenue une adulte qui avait beaucoup de rage et qui ensuite fait des choix pour répondre à cette rage. Avec le recul, avec les connaissances que j'ai aussi aujourd'hui en tant qu'accompagnante, forcément, ça me permet d'avoir un regard avec beaucoup plus de tolérance et de douceur vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de l'autorité qu'a pu avoir mon père. Et il y avait beaucoup d'amour derrière cette autorité. Et vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce que justement, il n'est pas tombé dans le piège de reproduire la violence que lui a pu connaître en tant qu'enfant, parce que c'est une autre génération, une autre culture. Et donc, sans rentrer dans les détails, lui n'a pas bénéficié d'une enfance choyée comme la mienne. Donc, il a fait ce qu'il a pu avec les valeurs qu'il avait à ce moment-là. Comment il s'exprimait dans ton regard côté câlin, ton père et ta mère quand tu étais petite? Donc maintenant, ne me parle plus avec le recul d'une personne mûre et qui est adulte,
mais retourne à ces années-là. Donc, tu te sentais aimé, il te le démontrait physiquement. Comment ça se passait de ce côté-là? Petite, oui, je me sentais aimée. J'ai été une petite fille très gâtée, honnêtement. Matériellement? Et oui, 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 je n'ai manqué de rien, mais c'est vrai que j'ai grandi dans une famille pudique. On ne se dit pas je t'aime, on ne dit pas tu es belle, on va plutôt dire tu as bien travaillé. Tu as eu une bonne note, c'est bien, continue. Mais voilà, c'est pas, je n'ai pas eu une éducation, on se fait des compliments, c'est plutôt l'inverse, on se vanne pas mal. Ce qui est bien d'ailleurs, ça m'a évité de devenir, voilà, d'avoir trop d'orgueil. Mais pas, non, pas vraiment de, on n'est pas tactile. Moi, j'ai appris à le devenir et j'ai ensuite, voilà, j'ai essayé de l'être un peu plus avec mes parents, mais en tout cas petite, non. En fait, les câlins pour moi, ça a été quand on a eu un chat. Quand on a adopté un chat, alors là, ça a été la révélation. J'ai découvert ce que c'était vraiment que de faire des câlins et ça a été très thérapeutique pour moi. Comment s'est passée ta scolarité, vu que tu étais habitué à être carré par rapport à ton éducation? Tout allait bien, t'as amené des bonnes notes. Quel genre d'adolescence tu as eu jusqu'à ce que tu étais à la maison? Consciencieuse, mais j'ai commencé à décrocher au niveau de l'école, je pense début du lycée. J'ai commencé à être sur mes acquis. En fait, petite, j'étais très curieuse, très consciencieuse, très bonne élève. Je voulais avoir la première note, j'étais compétitive. Et en fait, il y a eu une rupture à partir du collège déjà. Le collège m'a déçue. Moi, je voulais rester dans l'enfance. Je voulais continuer à jouer à la marelle, à sauter à l'élastique. Je voulais rester dans les jeux de l'enfance. Et quand je suis arrivée au collège, j'ai découvert une ambiance différente où il n'y avait plus cette légèreté, où les ados commençaient à flirter, à fumer, à sortir. Et moi, en fait, ça me décevait. Je voulais rester dans une sorte de cocon. Et j'ai commencé à décrocher petit à petit. Et donc voilà, je suis restée consciencieuse, mais de plus en plus rêveuse. Et j'ai passé beaucoup de temps, au bout d'un moment, à dessiner quand j'étais dans la cour de l'école. Voilà, à défaut d'aller avec les autres élèves, j'étais plutôt dans mon coin. Je faisais tout pour être invisible. J'étais très introvertie, très timide. Et pour te donner un exemple, pour moi, l'enfer, c'était de rentrer dans la cour du lycée. Ça, c'était une épreuve. Parce que tout le monde te regardait. Non, pas forcément, mais j'avais ce sentiment. Tu sentais le regard des autres. Et j'avais peur qu'on me regarde, et c'était la peur de l'espace, la peur des autres. D'être jugé. Oui, peut-être, mais le fait même de ressentir le regard, c'était déjà beaucoup. Donc c'était une pression. Et donc non, moi je faisais vraiment partie des personnes les plus discrètes. D'ailleurs, les profs me le reprochaient. Bonne à l'écrit, mais devrait participer plus. Et finalement, au lycée, plutôt que de traîner avec les gens populaires du lycée, j'étais plutôt avec le groupe des gens bizarres, ou le groupe des geeks qui ne s'habillaient pas comme les autres, qui dessinaient, qui étaient tous très passionnés par quelque chose. Et ça me plaisait. Jusqu'à quand tu habites chez toi avec tes parents? Jusqu'à mes 18 ans. Puisqu'à 18 ans, je pars faire mes études à Grenoble. Ok. Qui n'est pas très loin, à vrai dire. Tes études, ça veut dire la fac? Sciences Po. Okay. J'ai fait une première année à Sciences Po Grenoble, donc après un concours d'entrée. Ce n'était pas mon choix d'études, c'était celui de mes parents, forcément. Moi, je voulais faire les Beaux-Arts ou Hippocagne, donc étudier les lettres. Et en fait, de manière stratégique, ils m'ont dit non, tu feras Sciences Po. Donc j'ai passé le concours, un peu dégoûtée d'ailleurs, parce que je n'avais pas envie d'y aller. Et tu leur as dit? Bah oui, évidemment, mais bon, les adultes savent. Donc j'ai un peu foiré volontairement ma première année et j'ai fini par faire le choix ensuite de me diriger vers la faculté de lettres modernes, où je suis restée 3 ans. J'ai arrêté en cours de troisième année. T'habitais où quand t'étais à Grenoble? À l'intérieur? Oui, pas loin du centre-ville, ouais. Mm-hmm. Pas à l'intérieur du bâtiment où tu étudiais? Non, pas dans le campus. Cette liberté que tu as eue,
qu'est-ce qu'elle t'a restitué? Qu'est-ce que t'as découvert quand tu pouvais rentrer chez toi sans rien dire, sans te faire voir, sans te justifier avec personne? C'est vertigineux, forcément. Et c'est dangereux d'ailleurs, parce que quand on n'a pas appris à développer de l'autonomie, eh bien, on ne voit pas le danger. Donc, il y a quelque chose qui rend euphorique, c'est « mais en fait, je peux faire ce que je veux ». Donc ça, c'est plutôt cool. Et en même temps, il n'y a pas la notion de limite. Donc, je suis sortie du cocon familial où j'étais ultra protégée dans une ville complètement idyllique, parce que Annecy, c'est un petit paradis. Et je me retrouve dans une ville où il y a du monde, où pour moi c'est la ville, même si c'est pas une grande ville, il y a beaucoup de gens, et je suis seule. Donc je ne sais pas me faire à manger, je ne sais pas faire ma lessive, il y a pas maman qui est derrière moi, personne n'est là pour vérifier si je vais à mes cours. Forcément, c'est dangereux. Et comment tu utilises ce danger? C'est-à-dire, tu te prends tout avec une grande vitesse, tu as envie de tout vivre le plus vite possible. Comment tu utilises cette liberté quand t'as aucune éducation par rapport à ça et tu as un monde énorme ouvert, et comment tu te le prends? En fait, ça a été maladroit au départ, parce que moi, on m'a toujours dit, tu verras, quand tu seras étudiante, ce sera tes plus belles années. Ouais. Sauf que je reste la jeune fille introvertie. J'ai du mal à me sociabiliser. On me dit qu'il y a des soirées sur le campus ou en discothèque. Sauf que moi, j'aime pas les discothèques. J'y vais, mais je m'y ennuie. Donc, en fait, j'arrive pas à m'intégrer. Je me sens toujours en décalage. À Sciences Po, je me sens en décalage parce que je me sens pas dans des études qui m'intéressent, pas totalement. Et en fac de lettres, au départ, je suis contente parce que je me dis c'est chouette, je suis dans des études que j'ai choisies, qui me passionnent, mais je n'arrive pas à me connecter aux autres parce que j'ai l'impression en fait qu'on n'est pas intéressé par la même chose. Et donc, je ressens une frustration par rapport à ça, et je me dis, il faut quand même que je me bouscule pour m'émanciper, parce que moi, mon rêve à ce moment-là, c'est d'être écrivain. Je me dis, mais en fait, j'aurais rien à raconter si je ne vis pas d'expérience. Là, demain, je meurs. Mon histoire, c'est, elle est née à Annecy, elle a grandi là, et pouf, il y a rien d'autre. Donc, je ressens le besoin d'expérimenter. Et c'est là que je m'intéresse au milieu de la nuit. Ça veut dire quoi, le milieu de la nuit? Les boîtes de nuit? Oui. Les soirées, la fête? Exactement. C'est-à-dire que, je vais... alors évidemment, j'arrive à me sociabiliser un petit peu, à rencontrer des personnes avec qui je m'entends bien, qui sont le groupe gothique de Grenoble, les littéraires, les métalleux. Voilà, je m'entends plutôt bien avec eux. Et un soir, je vais en discothèque dans une soirée étudiante et je vois une gogo danseuse. Et forcément, je la regarde et je me dis, ah là là, la pétasse, elle est vulgaire, mais elle a pas honte. Tu la juges? Ouais, évidemment, je la juge. Et je suis là, et je suis fâchée. J'ai les bras croisés, je suis comme ça, pendant que les autres s'amusent. Et en fait, je m'observe à ce moment-là. Je me dis, attends, regarde, les autres s'amusent autour de toi. Toi, t'es là, en train de critiquer. Tout le monde s'amuse, sauf toi, qui est en train de critiquer cette femme que tu ne connais pas. Et il faut reconnaître que, elle est jolie, elle danse plutôt bien, elle est souriante, et toi, t'es là à la juger. Donc, qui a gagné? Qui a raison dans cette soirée? Et ça me bouscule un petit peu. Je me dis, mais en fait, là, je pense que je suis un petit peu jalouse. Peut-être même que, je ne sais pas, peut-être même que j'ai un peu de désir refoulé pour cette jeune femme. Je me découvre. Je n'ai pas encore de sexualité non plus à ce moment-là. T'as jamais eu d'expérience de sexualité avant d'avoir quitté la maison et être allé à Grenoble à 18 ans? Exactement. J'ai eu mon premier baiser très mignon à l'âge de 17 ans. Ok. Donc, à ce moment-là, vraiment, je n'ai aucune expérience et je me révolte. Et donc, je me dis, ouais, t'es pas cap, toi, de prendre sa place et même de faire mieux. Et ça part de là, en fait, de cette envie de sortir de mon personnage, de l'étudiante introvertie, pour oser incarner un autre personnage. Et donc, je vais à la rencontre de cette gogo danseuse et je lui demande, mais comment t'as fait, en fait, pour te retrouver ici? Elle a attiré ton attention parce qu'elle était au centre de l'attention des autres et tu voulais avoir cette attention que tu n'avais jamais eue, ou simplement parce que du jugement à aller exactement de l'autre côté comme pensée, c'est pas mal.
tout ça dans la même soirée, c'est pas banal. Certes, mais je suis quelqu'un d'assez extrême. Ok. Et je suis curieuse, j'aime le défi, j'aime bien me bousculer, aller là où je ne suis pas censée aller. Ok. Tu savais déjà tout ça de toi? Tu l'avais déjà démontré à toi-même, le fait d'être extrême, d'aimer les défis? Ou t'as toujours tenu ça un petit peu étouffé avant? Non, c'était étouffé. Il n'y a qu'une seule chose. Quand j'étais adolescente, j'ai commencé à prendre des cours de karaté et ça a été les prémices. C'est-à-dire que ce jour-là, le jour où j'ai dit à mes parents, je veux faire du karaté, alors ils n'étaient pas d'accord parce qu'une fille ne fait pas du karaté, elle fait de la danse classique. C'est la première fois où je me suis positionnée en leur disant, non, je sens que il y a une énergie là, j'ai besoin de l'utiliser. Et donc, j'ai commencé déjà à attiser ce feu quand j'ai commencé le karaté. Mais je ne me connaissais évidemment pas encore. Donc, au moment où je me lance en tant que gogo danseuse, parce que je le fais, je prends conseil auprès d'elle et je finis par le faire, ça y est, il y a quelque chose qui se met en route. C'est-à-dire que je commence, en fait, à devenir adulte petit à petit. En tout cas, faire des choix. Tes parents ne le savaient pas? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Comment elle s'appelait, si tu veux le dire, cette gogo danseuse? Je te rappelle. Son pseudonyme, c'était Shaba. Ok. Ouais. Et donc, elle te raconte comment ça marche. Mm-hmm. Et tu utilises la même démarche qu'elle pour essayer d'être embauché et le faire dans la même boîte? Non, pas dans la même boîte, mais je lui demande en fait comment procéder pour faire ce métier. Enfin, ce métier, pour faire cette activité professionnelle. Et elle me dit, j'ai un agent, je peux te présenter à lui. Et qu'est-ce que tu faisais de l'argent que tu gagnais en faisant la gogo danseuse? C'est drôle parce que je m'en souviens pas très bien. Je pense que Parce que t'avais jamais gagné d'argent. Bah non, Et effectivement. en plus, tu pouvais tout garder pour toi parce que tes frais de scolarité, de loyer, c'est tes parents qui t'aidaient sur ça, donc ils faisaient tout. Je pense, oui, absolument. Alors, je pense que je me suis acheté des CD, pas mal de CD de musique. Parce que tu pouvais rien ramener à la maison parce que sinon ils t'auraient demandé où est-ce que t'as pris l'argent. Exactement. Et j'ai investi quand même dans d'autres, dans des tenues pour pouvoir travailler. Qu'est-ce que ça t'a fait comprendre, ce travail? Quel horizon ça t'a ouvert? Ça m'a beaucoup amusée parce que je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment une blague. Il suffit de jouer pour que déjà ça marche. C'est-à-dire que je ne savais pas danser, j'aimais pas les discothèques, j'aimais même pas les musiques en discothèque, mais il y avait ce côté, si je fais semblant, si je fais semblant, si je joue le jeu à fond et j'imite une gogo danseuse, les gens penseront que je serai une gogo danseuse. Pour moi, c'était un peu une blague. Et donc la leçon, ça a été si tu joues tu peux apprendre. Mais d'un côté de caractère, t'avais pas le courage de passer la cour parce que tu sentais les yeux pointés sur toi. Oui. Et là, tu te fais regarder, tu te mets au centre de tout. Comment tu fais ce pas mentalement? Comment tu montes la première fois sur scène, disons? C'est ça, oui, quoi. Pour moi, c'est un jeu. C'est pour de faux. Donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas vraiment moi. C'est bien pratique. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas Céline qui est sur le podium à ce moment-là. C'est un personnage que je me construis. Parce que c'est comme le principe du carnaval. Lorsqu'on met un masque, on est quelqu'un d'autre. On n'a plus d'âge, on n'a plus de genre, on n'a plus de classe sociale, on peut être qui on veut. Et c'est la force du milieu de la nuit. Pourquoi les gens sortent la nuit? Parce qu'on les reconnaît moins, parce qu'on les entend moins, parce que d'un seul coup, il y a plein de tabous qui peuvent être levés. Donc c'est une autorisation. Et à ce moment-là, je m'autorise à être quelqu'un d'autre. Je m'autorise à être la gogo danseuse. Donc cette gogo danseuse n'a même pas de nom. Et ça donne beaucoup de pouvoir. Tu te plaisais? T'es complètement dans le rôle? Tu sentais que c'était le tien depuis pratiquement toute la vie? Oui, mais pour moi, c'est une facette. Et j'étais très maladroite quand j'ai commencé. J'étais très maladroite. C'était pas non plus... je pense que si je voyais des images aujourd'hui, probablement que j'en rirais. Mais dans ma tête, à ce moment-là, c'est quelque chose de fou. Parce que c'est la transgression. Donc, je ne pense pas que tous les regards étaient arrivés vers moi. Ça, c'est arrivé beaucoup plus tard. Mais ça comptait quand même. Il y a aussi une chose, c'est que ce n'est pas pareil que d'être une cliente qui danse au milieu de la foule et qui est donc quelque part disponible, accessible, et être sur un podium en hauteur. Déjà,
Il y a une distance avec le public. Je suis payée pour. Donc, je me sens aussi dans une posture de force à ce moment-là. Tu réussis à gérer cette chose depuis le début, tu comprends les règles du jeu, c'est-à-dire tu réussis à dominer et pas te faire dominer? C'est progressif. J'ai vraiment pris le pouvoir au fil des années. Je me souviens même de la fois où j'ai eu un autre déclic, et c'est arrivé bien plus tard, sur la scène d'un club de striptease aux États-Unis, où j'étais actrice. Et là, vraiment, ça a été bien plus tardivement. Combien d'années après? Je devais avoir 28 ans, donc 10 ans plus tard. D'accord. Ouais. Ta première transgression sexuelle, c'est-à-dire la première relation que tu as avec une personne, oui. Ça se passe à 18 ans? Oui, 18 ans et demi. Ça se passe par rapport à ton boulot? Tu connais la personne par rapport au boulot de gogo danseuse ou pas du tout? Non, c'était dans le cadre de la vie étudiante. Ouais. En fait, je me suis dit, bon, il faut que je saute le pas parce que je suis maladroite, inexpérimentée. Il faut vraiment, au bout d'un moment, que j'apprenne, parce que c'était stratégique, hein, attention, parce que le jour où je rencontrerai l'homme de ma vie, j'étais quelqu'un de très romantique, je me disais, il faut que je sois prête, parce que sinon il va me laisser tomber. Et j'avais conscience que pour plaire à un homme, il fallait être Catwoman, quoi. En gros, c'est comme ça que je voyais les choses. C'est très. J'ai beaucoup été très nourrie de références cinématographiques. Et donc pour moi, j'étais dans la posture de Célina, voilà, la fille un peu gourde, maladroite, et il fallait que je me transforme en Catwoman pour un jour prétendre à rencontrer l'homme de ma vie, qui forcément devait être quelqu'un de très fort. C'est là que je voulais arriver. Ça veut dire quoi, Catwoman? Ça veut dire sexy, ça veut dire séductrice, ça veut dire forte, dominatrice, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire tout ça. Ça veut dire une femme qui est femme déjà. Moi, je me sentais pas femme. Ça, c'est pareil, ça a mis beaucoup de temps. Je jouais à être femme, mais en fait, il ne suffit pas de mettre des talons et du maquillage pour être femme. C'est juste une apparence qui peut donner une certaine posture, une certaine confiance, mais on reste dans l'image. Et quand je parle de Catwoman, ce n'est pas juste l'attitude, c'est aussi l'énergie. Voilà, une femme qui... une prédatrice, en quelque sorte, mais pas au sens dangereux du terme, au sens... elle fait de son espace son territoire. Je veux ressentir le pouvoir, je veux faire mes choix, être dans le contrôle de mon corps, parce qu'il y avait vraiment ce besoin-là de me découvrir en tant que femme, en tant qu'adulte, un besoin de m'émanciper, mais aussi de me sécuriser et donc de tenir à distance le public. Donc voilà, c'est effectivement, il y a ce côté reste à distance, et moi je garde je reste le chef. La première fois que tu fais l'amour, que tu as une relation, tu te mets dans une modalité pour apprendre une chose que tu ne connais pas parce que tu ne l'as jamais fait, ou tu fais la Catwoman et tu veux montrer à ton partenaire que tu sais déjà tout? Ah non, oh là là. Non, pas du tout. Ça a été catastrophique. Non, ça a été catastrophique. J'ai mis beaucoup de temps à apprendre vraiment. J'étais très maladroite, pas du tout justement en conscience de mon corps, pas du tout consciente de mes sensations, de mon potentiel. Je n'avais aucune référence. Je n'avais pas d'infos. En fait, le peu d'infos que j'avais eu, c'était de quelques films X, et encore, non, vraiment, à ce moment-là, la seule fois que j'avais eu, c'est horrible, mais la première fois où j'ai vu le sexe d'un homme, c'était parce qu'un homme s'était exhibé à l'arrêt de bus devant le lycée, quoi. Mais un fou? Non, vraiment un exhibitionniste. Voilà, donc ça a été une image furtive que je n'avais pas su comprendre à ce moment-là, alors que j'étais lycéenne. Donc j'étais très pudique, avec très peu de connaissances. Donc la fois où j'ai eu cette première expérience, je ne connaissais rien du corps de l'autre ni de mon corps. Donc ça a donné vraiment quelque chose de très très maladroit et très complètement dissocié en fait.
Mais t'as un beau souvenir, la personne t'a respecté, t'a guidé pour la première fois, savait que c'était ta première fois. Il y avait de l'amour, de la tendresse. Ça s'est passé comment? Non, alors je ne vais pas critiquer cette personne, mais ça n'a pas été une expérience initiatique pour moi. D'accord. Ouais, donc voilà, ce n'est pas clairement pas à ce moment-là que j'ai appris quelque chose. T'as pensé que tu n'aimais pas ou t'as compris que c'était lui qui était pas sur ta fréquence? Je n'avais pas de point de référence, donc en fait, à ce moment-là, surtout, je me suis dit, bon, je pense que je ne suis pas faite pour ça. Je me suis dit, bon, si c'est ça, le sexe, bon, je pense que peut-être que je rentrerai dans les ordres un jour, mais la perspective de me lever tôt tous les matins, ça me refroidissait aussi, donc je me suis dit, bon, je vais continuer d'explorer. Et ça t'amène où, cette exploration? De la gogo danseuse, quand est-ce que tu fais une autre étape dans ton parcours de l'exploration? Parce qu'en parallèle, je voudrais aussi que tu me dises quand tes parents vont commencer à capter quelque chose. Parce que tu vas vivre dans l'anonymat par rapport à ça. Tu vas vivre deux vies parallèles. Oui, absolument, et c'est toute la saveur de l'expérience. Et c'est important pour moi, à ce moment-là, de garder ça secret. Justement, c'est le principe de la transgression. Moi, mon but à ce moment-là, ce n'est pas de me fâcher vis-à-vis de mes parents. En plus, je n'ai pas envie qu'ils me disent d'arrêter. Donc, la meilleure manière de vivre les choses, c'est de les vivre secrètement, en sachant qu'au départ, je n'ai pas encore pour objectif d'arrêter mes études. C'est quelque chose que je vis en parallèle. Le fait de continuer les 3 années suivantes, plus à Grenoble et dans une autre direction de parcours à l'université, c'est le passeport de la liberté. Tu continues pour ça parce que tu sais que tu as du temps pour explorer la vie, ou parce que tu as vraiment envie d'étudier? En fait, le problème avec les études, c'est que je n'ai pas d'objectif. Je ne sais pas ce que je veux en faire. Je suis très immature à ce moment-là. J'ai du mal à me projeter. Donc, je sens que j'ai besoin d'explorer, j'ai besoin d'être dans le corps, mais je ne sais pas où aller. Et j'ai beaucoup d'énergie à disposition, mais je ne sais pas quoi en faire et dans quel projet le canaliser. Donc ça, c'est très problématique. Forcément, à un moment donné, ça amène un certain ennui vis-à-vis des études qui me déçoivent parce que moi, je fais les choses par passion et je me rends compte que je suis entourée d'étudiants pour beaucoup et même d'enseignants qui ne m'ont pas l'air d'être passionnés par la littérature. Donc, je me sens en décalage. Je me trompe probablement, parce que c'est un jugement à ce moment-là, je les connais pas, mais je me sens pas intégrée à ça. Et surtout, à un moment donné, je me pose une question quand même assez fondamentale, c'est, mais attends, là, je suis en fac de lettres, mais c'est pour faire quoi, a priori? Ah, c'est pour devenir enseignante? Mais moi, j'ai pas envie d'être enseignante, j'ai pas envie d'être enfermée dans un système qui m'ennuie, qui est dans une répétition, avec des horaires qui sont toujours les mêmes, avec un programme à respecter. C'est tout ce que je n'aime pas. Donc, je me réveille un peu tard, mais je me rends compte que je ne suis pas à ma place. Et parallèlement, il y a cette porte qui s'est ouverte sur le milieu de la nuit, qui bizarrement ne correspond pas à mes valeurs, mais je m'y amuse. Et il y a de l'aventure et il y a un côté pochette de surprise, c'est-à-dire que je ne sais jamais à quoi ça va ressembler, quand mon agent me dit tiens, tu vas travailler dans telle discothèque, chouette, c'est un nouveau lieu, de nouvelles personnes, un nouveau défi. Alors ce n'est pas un super défi, il n'y a rien de noble là-dedans. En fait, c'est stimulant. Et évidemment que je dis à mon agent, jamais je ne ferai de topless. Quelques mois plus tard, je fais du topless. Okay. Moi qui à ce moment-là, j'ai une petite poitrine, je suis menue, je me sens pas femme, je complexe parce que je n'ai pas la silhouette d'une femme. Je suis, je suis très menue. Et donc c'est une manière pour moi de m'approprier mon corps, mais comme beaucoup de stripteaseuses le diront, c'est une manière de s'approprier son corps et de prendre une forme de pouvoir à ce moment-là, d'apprendre à se connaître. J'ai découvert bien plus tard, évidemment, que ce n'était pas la meilleure solution, mais à ce moment-là, pour moi, c'est comme ça que je le vis, et ça m'amène à faire du striptease. Donc tu fais la gogo danseuse et ça te suffit plus parce que tu voulais un autre défi pour toi-même. Quand tu étais en train de te connaître et de te reconnaître,
Pourquoi tu l'as utilisé, cette façon de se connaître dans le boulot exposé, et pas dans l'intimité privée et secrète? Je pense que je me sentais plus en sécurité, paradoxalement, sur un podium, devant des inconnus, que dans l'intimité d'une chambre avec quelqu'un, je me sentais, je sais, c'est bizarre, mais pour moi, il y avait plus de contrôle. Ouais. Et aussi parce que, encore une fois, c'était pour de faux. C'est un personnage. Ce personnage, il a le droit. Alors que Céline, elle était beaucoup plus dans la retenue, la peur du jugement, et il y a plus d'enjeux en fait quand on est dans l'intimité, parce qu'on est soi, et donc il y a plus de vulnérabilité. Quand on est dans un personnage, c'est vrai qu'on est exposé au regard des autres. Il peut y avoir beaucoup de critiques, mais ça reste un personnage. Donc c'est une forme de carapace. Et donc tu passes au striptease. Oui. Quelle sensation tu as? Alors à ce moment-là, je me sens pas prédatrice, je me sens beaucoup plus joueuse. D'accord. Je suis très légère, très taquine. Je ne suis pas encore dans mon personnage de femme. Je suis dans la joie, dans le jeu. Je suis une go-go danseuse, une stripteaseuse qui sourit beaucoup, qui taquine, je joue. Le côté Catwoman et dominatrice entre guillemets, je l'ai plus développé ensuite, et surtout à ce moment-là, comme je travaille beaucoup en discothèque, il faut savoir que c'est une ambiance qui est festive. On n'est pas dans l'ambiance d'un lap dance, d'un club de striptease qui est beaucoup plus intimiste, beaucoup plus adulte. Là, c'est quelque chose de festif et de joyeux, donc il y a beaucoup de légèreté. T'avais pas peur que quelqu'un puisse te reconnaître et le dire à tes parents? T'étais loin de chez toi. Oui, c'est vrai, ouais. Oh, pas si loin que ça. Mais t'as jamais pensé à ça? T'avais des masques, Je m'amusais quand même à me maquiller énormément. Je mettais des lentilles, Donc tu te cachais un petit peu. Oui, bien sûr. Ça aide. Ouais. Et ça me plaisait aussi de me montrer dans un personnage extravagant. Le principe à ce moment-là, évidemment, c'est d'être le plus loin possible du naturel. Comment ça s'évolue, le striptease? Ça t'amène où? Pendant combien de temps tu le fais? Alors, c'est difficile d'avoir une notion du temps, mais très vite, je m'intéresse à la photo de charme. Et donc, je dirais que le milieu de la nuit, go-go dancing, striptease, ça a duré de mes environ 18 ans, 19 ans jusqu'à 20 ans. 19, ouais, donc 1 an et demi. C'était local, là où tu étudiais? Tu te déplaçais pas? Je me déplaçais, je suis allée à Genève. Donc tu t'approchais de chez toi? Oui, bien sûr. Ouais. J'ai travaillé dans la plus grosse discothèque qui était à côté de chez moi. Donc tu prenais des risques énormes? Ouais. Mais personne ne t'a jamais reconnu? Non. D'accord. Okay. Et donc j'ai rencontré. Voilà, je me suis intéressée aux photos. Parce que la photo c'était déjà national et c'était déjà une preuve parce que ça pouvait arriver dans les mains de ton père. Oui, mais ce n'étaient pas des photos qui allaient être diffusées a priori. Je m'intéressais à ça parce qu'il y avait toujours des photographes qui proposaient des photos artistiques en noir et blanc. Okay. Le fameux. C'est fou comme le noir et blanc est une nuance pour briser la glace et commencer à te faire sentir le parfum d'un monde. En fait, dès que c'est en noir et blanc, ça prend une dimension, artistique, et donc on a l'impression que c'est beaucoup moins grave. Donc j'ai rencontré un photographe qui travaillait pour le magazine Penthouse. D'accord. Et en fait, alors c'est horrible parce qu'il avait tout du cliché du photographe graveleux, vraiment qui t'appelle ma chérie. Tu vas voir. Bon bref, heureusement je n'ai jamais fait de photo avec lui. En revanche, ce qui est bien, c'est qu'il m'a présenté à la direction du magazine et il se trouve qu'il cherchait à ce moment-là une égérie pour tourner des films X. D'accord. Donc c'est un upgrade encore plus important. Ouais. Que tu travailles dans les boîtes et maintenant t'as la possibilité de tourner un film. T'en avais déjà vu, tu m'as dit avant. Très peu, mais quelques-uns, ouais, effectivement. Quelques-uns. Et tu décides de le faire ou tu dis non la première fois? Non, ça m'intéresse. Okay, ça m'intéresse parce que T'étais dans le plein de ton exploration, t'avais plus de limites. Oui, ça y est. Enfin, si, heureusement que j'en ai eu des limites. Oui, non, mais les limites saines, créatives, t'étais en train de t'amuser, c'était ton jeu. Toi, tu voyais aucun danger à faire ça.
S'il y avait un tournage, tu te sentais protégé. T'étais dans une boîte, tu te sentais protégé. Beaucoup plus que dans la vie privée. C'est ce que tu m'as expliqué avant. Oui. Donc, tu dis, bon, ben, je vais jouer à tous les niveaux. Je veux les connaître, ces jeux. Et puis après, je vais décider. C'est ça. Oui, c'est ça. Et puis, il y avait aussi cette idée que je pouvais arrêter quand je voulais. Bien sûr. De toute manière, personne ne me forçait. Je n'avais pas quelqu'un derrière moi qui, voilà. Enfin, c'était vraiment une exploration personnelle. Et surtout, j'avais besoin en fait comme j'avais été déçue dans ma sexualité, je me disais, je vais peut-être apprendre quelque chose à travers ça. Enfin, j'ai eu d'autres petits copains, mais je sentais que j'avais besoin de me lancer un nouveau défi. Différente. Okay. Ouais. Donc, j'ai rencontré la société de production et j'ai donc travaillé pour Penthouse en tant que modèle et en tant qu'actrice. T'as commencé à avoir un nom artistique, comment? Oui. Nome d'arte, je sais pas comment on le dit en français. Un nom de scène. Un nom de scène. Voilà. Tu l'inventes et tu le crées exactement quand tu commences avec Penthouse ou après? Non, j'avais déjà choisi avant. Je crois que c'était juste avant, effectivement. Oui, en tant que go danseuse déjà, j'avais mon pseudonyme de Katsuni. Et pourquoi Katsuni? Initialement, c'était un nom que j'avais trouvé dans un manga japonais. Dans ton monde geek. Voilà, c'est ça. Ça sonnait bien. Je voulais un nom asiatique. D'accord. Alors moi, je suis d'origine vietnamienne, mais c'est vrai que les noms vietnamiens ont une sonorité plus douce, moins. Voilà, je voulais quelque chose qui soit un nom de guerrière en fait. Ok. Qui pouvait rester gravé dans les mémoires des autres. Oui, en tout cas, qui soit facile à prononcer. D'accord. Mm-hmm. Tu commences à travailler avec Penthouse. Mm-hmm. Et tu te posais jamais la question, si mes parents le découvrent, c'était quoi ta réponse? Parce que moi, quand je faisais des trucs, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà mon plan B. Je dis, s'ils me découvrent, je vais leur dire ça. Oui. Et je vais leur dire qu'ils m'ont pas fait faire ça quand j'étais l'année dernière, l'année d'avant, et donc ça c'est une conséquence au fait qui m'ait bloqué mon émancipation. Tu pensais pas déjà à la bonne réponse à leur donner? Si. C'était laquelle la bonne réponse? En fait, c'est très simple. Moi, je me disais, de toute manière, à partir du moment où ils découvrent ce que je fais, ils vont me demander d'arrêter et j'arrêterai. Okay. Le jeu sera terminé à ce moment-là. Sauf qu'ils ne l'ont pas découvert, donc le jeu a duré longtemps. Ok. À quel âge ils l'ont découvert? J'avais bien 27 ans, je pense. Ouais. Wow, 27, 10 ans de vie 28 ans même. Secrète. Ouais. Oui, on a. C'est encore plus fascinant avoir cette vie parallèle sans que personne te découvre. Oui, mais après c'est vrai que c'est vraiment le jeu est devenu une carrière. Mm-hmm. Et au bout d'un moment, je me suis dit tant pis, le jour où ils l'apprendront, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Maintenant c'est mon métier. Et je m'arrête pas. Exactement. Là c'était trop tard, ouais. Ok. Mais quand toi, tu as fini ton parcours d'université de fac, ouais. Ils t'ont pas dit va travailler? Non, parce que je n'ai pas respecté le contrat familial. C'est-à-dire que j'ai arrêté mes études avant de terminer le cursus. D'accord. Donc à 23 ans, plus ou moins? 21 à 20 ans. T'as fait un an à Grenoble? J'ai fait, de 18 à 19, j'ai fait un an Sciences Po, donc juste après le bac. Ensuite, j'ai arrêté en cours de 3e année de lettres. Donc 21 ans. À 21 ans, je leur annonce que j'arrête mes études. Et à ce moment-là, c'est très simple. Tu ne respectes pas le deal. Nous, on prend en charge, tes frais à partir du moment où tu nous écoutes et tu suis tes études. Tu décides d'arrêter tes études et d'être autonome, très bien. Mais dans ce cas-là, t'es indépendante. Tu te débrouilles. Voilà, c'est ça. C'est honnête. Quel travail tu leur as dit que tu faisais? Je l'aurais pas dit, j'aurais rien dit. J'ai OK. Ok, je vais chercher un boulot, je me paye un appart et je vous donne de mes nouvelles. Ouais. Et quand ils te demandaient comment ça va, qu'est-ce que tu fais, tu répondais quoi? J'ai pas trop de souvenirs de ça, mais en fait, c'était un non-sujet. C'est surtout ça, on ne parle pas des choses qui fâchent. Donc, on reste sur des sujets de surface, on reste en contact, c'est le plus important. La famille reste soudée, quoi qu'il advienne. Et le reste, c'est mon chemin, et voilà. Et à ce moment-là, pas chez toi? Non, j'ai pris mes distances, en fait, à ce moment-là. J'ai ressenti vraiment le besoin de m'émanciper au point où, à un moment donné, je suis même partie vivre aux États-Unis. Il le savait? Oui.
Mais les premiers séjours, non, il ne le savait pas. Et donc, tu commences une carrière. Tu sais pas que c'est une carrière. Tu commences à explorer un nouveau monde, celui du X. Comment ça se passe la première fois? Le premier jour, le premier tournage, la première scène, t'as le trac, tu veux y repenser, donc tu dis non, je le fais pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que c'est quelque chose de nouveau. T'as pas de confiance avec ça. Tu sais pas comment ça se passe. Alors, d'ailleurs, je te le donnerai. J'ai raconté cette expérience dans mon livre où je parle de mon parcours. Et le fait d'écrire ce livre, ça m'a permis de me remettre dans la psyché de cette jeune fille qui effectivement a le trac, qui est pas du tout apeurée, mais qui est impressionnée. Forcément, peu d'expérience. Déjà, aller à Paris, c'est quelque chose. Et je suis impressionnée parce qu'il y a une maquilleuse professionnelle. Je sais, c'est très immature, hein, parce que il y a un côté narcissique derrière ça. C'est, je vais avoir une maquilleuse qui va s'occuper de moi, qui va m'apprêter, qui va faire en sorte que je sois jolie, qui me coiffe. Donc il y a vraiment un côté, je joue à la poupée. Je me considère moi-même comme une poupée. Et clairement, j'ai une distance par rapport à mon corps qui va me permettre de vivre cette expérience. Je suis comme dissociée finalement quand je vis cette expérience-là. Ce n'est pas vraiment mon corps, ce n'est pas vraiment mon intimité, c'est un personnage. Donc c'est cette distance qui me permet de vivre cette expérience d'une manière positive. Si j'avais été une jeune fille qui avait eu une évolution entre guillemets normale, je pense que évidemment j'aurais été pudique, j'aurais été gênée, je ne serais pas allée sur un plateau de tournage. Mais à ce moment-là, j'ai une distance vis-à-vis de mon corps qui fait que c'est pas grave. Au contraire, c'est rigolo. Je prends ça comme un jeu, donc je le vis bien. Et je suis face à des personnes qui se comportent bien vis-à-vis de moi, donc je suis contente de vivre cette expérience. Je vais directement à quelques années après. Oui. Tu m'as dit, j'ai eu des petits copains avant, mais j'ai pas eu vraiment une éducation sexuelle. Et donc je pensais, tu m'as dit toi avant, de créer mon éducation sexuelle, mon expérience par rapport au X. Et tu t'es émancipée, gogo danseuse, stripteaseuse, film X, ça t'a vraiment donné ce que tu t'attendais? Eh bien non. D'accord. C'est important de le dire et c'est pour ça que j'insiste là-dessus aujourd'hui quand on me demande justement si avec le recul j'ai trouvé ce que je voulais à travers le X. Bien sûr que j'ai appris des choses. Heureusement, j'y ai passé quand même 13 ans. Donc tout est formateur. J'ai grandi. C'est des expériences exactement, incroyables. Tout est formateur. Mais ce n'est pas parce qu'une expérience apporte une leçon qu'on va forcément dire faites la même chose. Donc, par exemple, des jeunes femmes qui viennent vers moi aujourd'hui qui me disent, ou même des hommes qui me disent j'aimerais faire du X pour apprendre à me connaître, pour découvrir ma sexualité. Je ne vais pas leur conseiller de faire du X. Je vais leur conseiller justement de choisir des personnes avec qui ils se sentiront suffisamment en confiance pour explorer, pour découvrir leur corps dans un cadre sécurisant, joyeux et respectueux. Le X, ça reste du show. Donc j'ai appris évidemment, mais j'ai surtout appris quand j'ai arrêté, quand j'ai accepté en fait que oui, c'est normal de se sentir vulnérable quand on est face à quelqu'un et encore plus dans le cadre d'un rapport sexuel, et c'est beau. Et c'est beau et ça mérite de le vivre parce que c'est là où on offre quelque chose de précieux à l'autre. Et moi, j'ai voulu me barricader parce que j'avais besoin de contrôle, parce que j'avais besoin probablement aussi de me prouver plein de choses. Et donc, je l'ai fait à travers ce personnage-là. J'ai appris à séduire avec certains codes. N'empêche que, lorsque j'ai arrêté le X, je me suis retrouvée totalement maladroite et perdue quand je me suis retrouvée à nouveau en tant que Céline. Et donc, face à un homme qui me regardait, alors là, il n'y avait plus personne, quoi. C'était panique à bord. Donc, des personnes te demandent des conseils, mais on va arriver aussi à tout ce qui se passe après. Donc, pourquoi les gens te demandent des conseils? Mais d'abord, je veux te demander, un homme, je sais pas comment ça se passe pour une femme, mais un homme qui fait l'amour pour la première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième, où il a un talent créatif dans sa vie sexuelle, mais s'il rend compte, si lui, il est un peu maladroit,
le fait qu'il se rendra compte d'être toujours maladroit, ça va lui créer une grande insécurité, on dit. Mhm. Et je crois que plein d'hommes aimeraient apprendre la bonne façon, parce que ça te fait sentir beaucoup plus sûr de toi. Comment tu peux faire un switch sur ça? Eh bien, plutôt que d'apprendre à faire l'amour, apprends à être l'amour. Parce que là, tu me parles de faire, d'ego, d'être à la hauteur, d'être dans la performance, et donc d'être dans le besoin aussi d'exister vis-à-vis de l'autre, dans le faire. C'est je suis capable de. C'est légitime. Parce qu'on a envie de prendre une place, on a envie d'être valorisé aussi, et puis de valoriser l'autre, et ça nécessite un savoir-faire. Le problème, c'est que lorsqu'on est trop concentré sur le faire et sur le résultat, on passe à côté de l'essentiel. On n'est pas dans le cheminement, dans le ressenti. Et l'expérience de l'amour, c'est une expérience justement, c'est de vivre avec l'autre, c'est de vivre une relation. Et la relation, elle est dans le regard, elle est dans la manière de respirer ensemble, la manière de se sentir. Et je pense que beaucoup de gens associent le fait de faire l'amour au fait de toucher, pénétrer, faire, jouir, faire. Alors qu'en fait, il suffit déjà, alors suffit, je mets des guillemets, je sais que ce n'est pas si simple quand on manque d'expérience et qu'on est en stress, mais mon conseil, c'est de ralentir. De revenir aux fondamentaux, comme en karaté, comme en danse, comme en peinture, comme dans n'importe quelle activité artistique, c'est de revenir au corps, de revenir à l'ancrage. C'est « ok, je me suffis à moi-même ». Je n'ai pas besoin de prouver quelque chose. Quand on veut prouver quelque chose, on est dans une course et on se met déjà la pression. C'est la meilleure manière, en fait, de ne pas assurer. Donc en fait, le défi, et je reconnais que ce n'est pas si simple, c'est de rencontrer quelqu'un qui va être sensible à cette démarche-là et qui va être d'accord pour partager cette vulnérabilité à deux. Parce que l'autre aussi est en train de flipper. Des deux côtés. C'est juste qu'on va essayer de compenser comme on peut. Alors, il y a des hommes qui vont être dans la surenchère. Ouais, j'assure, ouais, je suis trop fort, tu vas voir. D'autres qui vont plus être en retrait. Il y a des femmes qui vont être dans l'ultra-séduction. D'autres qui vont être plus initie-moi. Mais dans tous les cas, on est tous en train de flipper. On a tous besoin d'être reconnus parce que ça fait écho à la question que tu as posée. Est-ce qu'on a été aimé? Est-ce que on a manqué, en tout cas, de marques d'amour, de reconnaissance quand on était petit? Et quand on est adulte, on va rechercher ça, et bien souvent, on va le rechercher à travers la sexualité. Et on a peur d'être rejeté, d'être jugé. Alors forcément, on fait ce qu'on peut. Alors, bon, ralentissons. C'est très intéressant. J'aime laisser aux actes ce que tu as dit, surtout pour les jeunes générations, que par rapport à quand on était gamin, moi et toi, où ok, tu devais te procurer une cassette vidéo pour voir quelque chose. Maintenant, avec Internet, c'est trop libre et je crois que ça te change complètement. Moi, j'adorais l'érotisme. Donc, l'érotisme, c'était tout le préliminaire, c'était toute la beauté et c'était pas que ce que t'as dit avant. Pénétrer, jouir, c'est l'action, c'est le score, la performance, c'est terrible. Oui. Et aujourd'hui, ces générations, elles sont seulement sur cette fréquence. Mais oui. Mais donc c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que nous, adultes, et j'ai contribué à ça en tant qu'actrice X, j'en prends conscience, malheureusement, on leur donne ça comme référence. Donc on a beau dire « oui, mais c'est pas la réalité, ce n'est qu'un spectacle ». Je l'ai répété plein de fois, cette phrase, mais ça ne suffit pas. En fait, quand Internet est inondé de ce type de contenu, c'est normal que les jeunes générations prennent ça comme référence. Et donc, par mimétisme, ils reproduisent ça. Et donc, l'argument qui consiste à dire le porno, c'est pas la réalité, eh bien, la réalité devient porno. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça désormais, en fait? Comment faire pour revenir à quelque chose de plus sensible? Retournons dans ta carrière de Katsuni. Donc, tu as du succès, beaucoup de succès. Je le sais pas, moi, je te le demande, c'est une question. Oui, à ma grande surprise. Je deviens l'actrice numéro 1 en France, mais aussi en Europe, et ensuite l'actrice française la plus reconnue aux États-Unis. Et ça, c'est quoi le thermomètre pour le comprendre? Il y a des awards, il y a... C'est ça? Oui, il y a des awards. Parce que j'ai interviewé il y a très peu de temps Rocco Siffredi en Italie. Ouais. Et bon, il m'a expliqué que je dis, c'est lequel le jour où tu t'es senti vraiment une star? Et lui il me dit à Cannes.
quand j'ai gagné mon premier award. Et je suis passé à la télé normale. Et tout le monde à Cannes, il y avait des acteurs les plus importants du monde pas dans le X, et tout le monde me reconnaissait. Et là, ma vie a changé. Il m'a raconté ce moment comme le vrai switch, le vrai déclic. Oui. Et donc, c'est la même chose pour toi? C'est dans ces événements où il y a ces awards que tu comprends exactement où t'es? Alors, plusieurs choses. Il y a les awards, effectivement, j'en ai gagné une trentaine. Il y a eu beaucoup d'invitations sur des plateaux télé, des couvertures de magazines, X, mais aussi couverture mainstream. Les gens me reconnaissaient dans la rue, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais je devais me planquer parce que c'était pas facile à assumer, surtout en France. Parce qu'aux États-Unis, les gens n'ont pas le même rapport aux célébrités. En France, c'est malheureusement un peu pesant parfois. C'est quoi la différence entre les deux cultures françaises et américaines par rapport au succès? Aux États-Unis déjà, c'était à Los Angeles déjà, on est dans une ville qui n'est pas piétonne. Il y a beaucoup de distance entre les gens et les gens sont habitués à voir des célébrités. En France, forcément, il y a une sorte de proximité. Maintenant, je n'ai pas à me plaindre parce que vraiment, les gens que j'ai croisés dans la rue ont toujours été vraiment sympa avec moi, homme comme femme. Ça t'a toujours fait plaisir? Oui, c'est juste que, en fait, moi, je suis toujours Céline qui veut être invisible. C'est-à-dire même dans ce moment-là? C'est-à-dire qu'il y a un moment pour tout. Moi, je fais la part des choses. Mais les gens ne font pas la part des choses. Et c'est normal. Ils ne sont pas dans ma tête, ils ne sont pas censés comprendre que pour moi, il y a un temps pour être dans la lumière, en tant qu'actrice, devant la caméra, sur un plateau télé, mais en dehors de ça, je suis Céline et je n'ai pas envie qu'on me remarque. T'as fait du X pendant 13 ans? Oui. 13 ans, c'est long, c'est-à-dire, à certains moments, Céline existait encore? Céline était en train de se former grâce à Katsuni. Mais est-ce que Katsuni n'était pas devenu la personne même, plus que le personnage, oui. Parce que tu vivais seulement dans cette carapace du jeu que tu avais créé beaucoup d'années auparavant. Est-ce que tu réussissais encore à parler avec Céline? Tu avais encore ce côté-là ou t'étais dans le côté star, c'est-à-dire t'étais dans ce milieu, dans cette fréquence, dans ces vibes? En fait, j'avais, la personnalité introvertie était toujours là. Pour te donner un exemple flagrant, quand j'allais à la salle de sport, dans le vestiaire des femmes, il y a plein de femmes qui pouvaient se dénuder sans problème. Moi, j'ai toujours été celle qui se planque dans le coin pour que personne la regarde. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont toujours restées. Mais toute ma vie est tournée autour de mon travail. Donc forcément, j'étais très seule. J'ai toujours eu peu d'amis, donc forcément peu de recul et de sens critique. Et effectivement, j'ai été très absorbée par le personnage et personne ne m'appelait par mon prénom, hormis ma famille, mais je la voyais pas beaucoup. Donc oui, à un moment donné, c'est vrai que Katsuni a pris beaucoup de place et ça peut rendre fou parfois. Vers la fin de ta carrière, tes parents savaient que tu faisais ce boulot parce que tu as dit « je continue ». Oui. Est-ce qu'il y a eu un moment où ils t'ont fait comprendre qu'ils étaient fiers de la personne que tu étais devenue, sans juger le milieu, mais en jugeant la personne que tu étais? Alors, ce n'est pas une famille où on dit on est fier de toi. Mais tu sais traduire. Oui, alors, en fait, mes parents, et je trouve ça bien d'ailleurs, n'ont jamais été impressionnés par la célébrité. Okay. Et franchement, ça c'est bien, parce que, moi j'aime bien, parce que tout ça, c'est du vent. Et d'ailleurs, j'ai toujours eu cette distance par rapport à la célébrité. C'est une vaste blague. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur, de plus respectable. Honnêtement, dans 50 ans, on ne se souviendra plus de moi et on va tous crever. Donc, bon, excuse-moi. Non, mais je suis content que tu le dises, même beaucoup moins que 50 ans, parce que quand les personnes se reposent et vivent sur cette fréquence qui est, on dit en italien, effimera. Donc, éphémère. Éphémère, exactement. C'est de la folie. Si les personnes t'arrêtent parce que t'as
t'as fait un bon contenu, t'es une belle personne, t'as des bons arguments. C'est ça la chose qui compte, la personne que t'es. C'est pour ça que je t'ai demandé l'avis de tes parents par rapport à ta personne, pas ton personnage et ta célébrité. Ouais. Oui, merci de le préciser. Bien justement, alors par rapport au personnage, non, jamais rien, évidemment, puisqu'ils ne le validaient pas par rapport à leurs valeurs. En revanche, oui, mon père, ça m'a étonnée parce que justement, je n'étais pas dans la recherche d'avoir une parole de sa part, et c'est peut-être même la première fois il m'a dit qu'il était fier de moi. En tout cas, ça m'a marqué. C'est quand j'ai décidé de parrainer des enfants vietnamiens. Et là, il m'a dit qu'il était fier de moi. Je me suis dit, ah tiens, waouh, ça m'a touchée, quoi. Et ça m'a fait aussi réaliser mon narcissisme et ma bêtise. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que je cherche une reconnaissance de leur part en leur disant, regardez, là je vais faire une émission télé, c'est bien, c'est classe, vous avez vu, c'est une émission que vous aimez bien regarder. Je cherchais quand même à créer du lien avec eux. Dès que je faisais quelque chose de mainstream et de joli et de décent, quand même je leur faisais savoir de participer par exemple à un festival de littérature, enfin voilà, des choses qui étaient classes, mais je n'avais jamais de retour. Et puis à un moment donné, je fais ça, et là j'ai un retour. Je me suis dit, ah d'accord, je comprends. En fait, je me suis complètement trompée. C'était toujours autour de ma personne, parce que ça rend très égocentrique et narcissique de faire ce type de métier. C'est beaucoup moi je. C'est normal. On travaille avec l'image, mais c'est un piège. Et là, je me tourne en fait vers autre chose, vers des personnes qui sont en difficulté. Et là, mon père m'a dit qu'il était fier de moi. Et je suis contente qu'il l'ait fait à ce moment-là, parce que c'était une très belle leçon. Alors, la fin de la carrière. Oui. Pourquoi tu décides de t'arrêter? Est-ce qu'il y a un événement qui te fait prendre cette grande décision? C'est un processus marqué de prise de conscience, où déjà 13 ans se sont écoulés. Donc, je n'ai pas les mêmes besoins à 33 ans qu'à 21, où je commence à saturer d'une sexualité qui est formatée, industrialisée, qu'on me dicte. Et forcément, je trouve ça plutôt sain. À ce moment-là, je me dis, mais en fait, j'ai envie d'avoir une sexualité pour moi, qui soit intime, où elle soit associée en fait à l'amour. Et que ça ne soit plus une performance, une gymnastique devant une caméra. Donc il y a ce besoin-là, il y a une lassitude, il y a aussi une forme de fatigue, c'est vrai, heureusement d'ailleurs, le besoin d'explorer autre chose, parce que j'ai l'impression que je n'apprends plus rien, que je perds mon temps, que je me gaspille, et puis surtout le milieu dans lequel j'évolue est devenu une énorme industrie, et il n'y a plus la saveur, la joie, la fraîcheur de mes débuts. Je suis entourée de gens qui sont là pour faire du contenu, pour générer du fric, des vues sur Internet. Moi, ça m'a jamais intéressée. Donc, je suis arrivée au bout d'un cheminement. Et là, ça devient une urgence pour moi de partir, parce que je sens que si je reste, je vais me gaspiller. Et il est hors de question que je me force à faire des tournages, parce que là, ça devient... non, c'est dangereux, en fait, de vivre un tournage de cette manière-là. Donc il y a un besoin de se réassocier j'ai besoin de me réassocier à mon corps. J'ai utilisé le terme rééduquer avant. Mm-hmm. Quand t'as fait les 13 ans de X, t'avais des rapports en dehors de ton boulot? Tu les vivais comme dans ton boulot? C'était la performance, c'était la Catwoman, c'était Katsuni, ou tu réussissais à diviser complètement la personne et le personnage? Comment tu vivais tes rapports sexuels en dehors de la caméra? Alors, il y avait un grand besoin de tendresse, mais que je ne trouvais pas. Parce que je ne savais pas, en fait, déjà que c'était vraiment possible. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Il faut imaginer, alors l'image peut paraître un peu bizarre, mais là, ce qui me vient, c'est, imagine un chiot que tu dresses très vite à l'attaque. Et donc, quand il devient adulte, ce chien, tout ce qu'il connaît, c'est l'agressivité. Il ne sait pas ce que c'est que de jouer, que d'être dans la douceur. Et moi, en fait, j'ai commencé le X très peu de temps après avoir vécu ma première expérience sexuelle. Et donc très vite, je me suis formatée dans une sexualité de performance.
À ce moment-là, je n'avais pas le recul pour comprendre que c'était, entre guillemets, anormal. Pour moi, c'était normal, c'était ça la sexualité. Et donc, forcément, dans l'intimité, je reproduisais ce que je connaissais. On va là où on est confortable, en gros, quoi. Et ce que tu connaissais, ça t'a pas permis de créer un rapport d'amour? C'était pas possible pour moi, en fait, d'avoir une vie amoureuse saine en faisant ce métier. Pour moi, c'est incompatible. Parce que aimer, pour moi, faut pas oublier que j'étais quelqu'un de très romantique et je le suis restée. L'amour, c'est quelque chose d'absolu, où vraiment on donne tout. On fusionne avec l'autre. Enfin, pas au sens où on se fait absorber par l'autre, mais où on donne tout, le corps, l'âme, l'intellect. C'est un partage total. Et donc, pour moi, être amoureuse en étant actrice, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai eu des expériences amoureuses, des petits copains, mais c'était ça n'allait pas. Ça ne pouvait pas fonctionner. Quand est-ce que tu connais l'amour? Après, on va aller sur le boulot, mais vu qu'on était dans les rapports, maintenant je voudrais entrer dans le rapport qui fait battre ton cœur. Oui. Et quand je parle de rééduquer, ça veut dire quand tu es redevenue Céline complètement, tu n'avais plus à choisir. C'était ton seul choix. Tu avais choisi de retourner être Céline complètement. Tu as mis du temps avant de trouver l'amour. Quand est-ce que tu as connu l'amour? À quel âge? Eh bien, c'est très récent. Je l'ai découvert il y a à peu près 3 ans. Donc là, j'ai 45 ans. Donc ça a été un sacré cheminement. Presque 10 ans après la fin de ta carrière. Oui. T'as jamais connu l'amour auparavant? Non. Ce genre d'amour, cet amour très intense. Des sensations amoureuses, mais on parle de l'euphorie du cocktail hormonal qui fait que on projette sur l'autre. Bien sûr qu'il y a eu des histoires avec des échanges, avec de la découverte, heureusement, avec une dimension humaine en fait. Mais l'amour, vraiment, je l'ai découvert il y a 3 ans avec l'homme que j'ai épousé. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est pour ça que ce n'est même pas comparable. Parce qu'on ne parle même pas, je ne peux pas parler d'amour dans mes expériences passées parce que ça serait, ternir, enfin non, c'est pas ça, mais c'est juste pas comparable dans la mesure où ce que je vis aujourd'hui, c'est vraiment l'amour absolu, dans toute sa beauté. Ce que j'ai vécu auparavant, ce sont des expériences. Avec tout le respect que j'ai pour ces expériences-là, bien sûr, mais ça n'a rien à voir parce que là, tout est réuni, en fait. Comment tu connais ton mari et pourquoi tu tombes amoureuse de lui surtout? Comment il s'appelle? Il s'appelle Gilles. Et Gilles Michel. Et en fait, on s'est rencontrés, c'est comme dans un film, hein, c'est trop classe. On s'est rencontrés dans un cours de kung-fu. Okay. Dans un parc, 7h du matin, aux alentours du Père-Lachaise, du cimetière Père-Lachaise à Paris. Et il y a un rayon de soleil qui passe à travers les feuillages et je suis là pour prendre un cours de kung-fu avec un ami, puisque je dois tourner dans une série quelques semaines plus tard pour Netflix, où je dois doubler l'actrice Michelle Yeoh. Je suis engagée en tant que cascadeuse et il se trouve que je dois à ce moment-là avoir des compétences autour des arts martiaux chinois. Et moi, mon truc, c'est plus les arts martiaux japonais et coréens. Donc, je contacte un ami qui est enseignant et je lui dis « Écoute, il faut que tu me donnes des cours rapidement. » Et il se trouve qu'il est accompagné de Gilles, qui est 6e dan de Kung Fu et qui est un expert dans ce domaine-là. Donc, je le rencontre en tant qu'enseignant. Et j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour lui à ce moment-là. J'en ai toujours, bien sûr. Et le coup de foudre, il commence où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait pour la première étincelle? En fait, on s'est rencontrés tous les deux dans une période de nos vies, où on n'avait pas du tout envie d'être en couple. On était heureux seuls. Moi, à ce moment-là, j'avais fait une croix sur la vie de couple, sur l'amour, en me disant « ce n'est pas pour moi, ce n'est pas dans cette vie, je suis très bien seule, je vais adopter un chat, un chien, apprendre à jouer du piano, tout va bien se passer. Je suis retournée vivre à Annecy, être auprès de mes parents, donc voilà, j'ai ma petite vie rangée. Lui, c'est pareil, il a sa vie, et c'est ça qui est beau, c'est qu'on se rencontre sans être dans un besoin
de conquérir, de prouver, de chercher. Il n'y a rien à compenser. On se rencontre pleinement l'un et l'autre avec nos expériences, avec un travail qu'on a fait sur nous individuellement. Et donc forcément, il m'intrigue. Je me dis, tiens, il a une énergie, cet homme, il a quelque chose, je veux le rencontrer. Mais on n'est pas dans un rapport de séduction. Et on va échanger tous les jours, converser pendant des mois, sans être dans ce rapport de séduction, parce qu'on apprend à se connaître. Et finalement... C'était une nouvelle façon pour toi de connaître une autre personne? Bah oui, parce que en fait, à ce moment-là, ce n'est pas dans le but d'obtenir quelque chose. C'est une curiosité sincère. Et on se dit aussi des choses au fur et à mesure où la confiance s'installe. Déjà, on voit qu'on est très similaires dans nos sensibilités, nos manières de voir les choses. Il y a des valeurs communes. Donc, on se dit des choses qu'on ne dirait probablement pas du tout dans un contexte de drague. Puisque quand on cherche à séduire, on présente les facettes les plus valorisantes. Là, il n'y a pas cet enjeu-là. Donc, on se dit des choses qui ne sont pas forcément... qui ne sont pas forcément valorisantes, mais c'est ça, se connaître. Et puis, à un moment donné, forcément, la séduction va commencer à s'installer, et c'est délicieux. Tu te rappelles le jour où vous embrassez? Oui, c'est très romantique, parce qu'on se donne rendez-vous à Londres, puisque je travaille en Angleterre sur ce tournage, et on décide de se voir à Londres, et on se retrouve au pied de cette statue dans la gare londonienne où on voit un couple s'embrasser. Mais il est encore trop tôt pour s'embrasser. Bien sûr, le reste nous appartient. Je ne raconterai pas la suite, mais on a pris le temps de se regarder, de se respirer, et à ce moment-là, un trac énorme, évidemment, mais c'est ça qui est beau. C'est une vraie rencontre. Donc maintenant, on est au début du mois de novembre 2024. Vous êtes mariés depuis combien de temps? Quel jour vous êtes mariés? Le 14 septembre. Donc c'est très très récent. Et dans vos projets, il y a des enfants? C'est-à-dire que j'ai 45 ans et demi, donc on n'est pas dans une recherche d'avoir on est heureux, donc voilà, on fait confiance en la nature finalement. Ouais. Avoir un enfant, ça serait magnifique. Je pense que c'est quelque chose qui serait fabuleux, parce que ce serait une manifestation de notre amour en fait. Mais voilà, c'est pas préclu. Vous êtes ouvert. Voilà, nous verrons. Et on était sur le boulot, donc le switch qu'il y a par rapport de Katsuni à Céline. Tu m'as dit 6 ans où tu vas investir ton temps. Déjà, quand tu décides d'arrêter, c'est quoi ton plan? T'as aucun plan? Ton plan, c'est je vais débrancher la prise et je vais retourner à m'écouter, à me connaître. C'est ta priorité. En fait, je la rebranche. Parce que tu la rebranches sur toi-même. Eh ben oui, parce que quand j'ai commencé à travailler dans le milieu de la nuit, je me souviens, je l'ai écrit même, j'avais un journal intime. Je m'étais dit, bon, j'en ai marre de me prendre la tête, alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais déposer mon cerveau dans une boîte et mon corps va explorer. En fait, c'est un peu comme si je m'étais mise dans un état d'auto-hypnose pour 13 années. C'est long quand même. Donc ça veut dire que le jour où j'arrête le X, eh bien, le cerveau que j'avais mis dans une boîte, hop, je le remets, je le réenclenche. Et là, c'est un déclic énorme. C'est que j'ai toute la curiosité de Céline, en fait, revient. Parce que je m'étais enfermée dans un personnage. Au départ, c'était censé être un jeu, mais je l'ai pris au sérieux. J'y ai passé beaucoup de temps. Et là, j'ai besoin de revenir à moi-même. Et j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de nourrir mon intellect. Et je me dis, mais mince, je suis restée endormie pendant 13 ans. Il est temps que j'explore différemment. C'est bon, j'ai exploré par le corps, mais maintenant il va falloir nourrir la tête. Donc je voyage, je n'ai pas de plan, je n'ai pas de stratégie, mais je sais que ce que je fais est juste. Et j'ai la possibilité de prendre mon temps puisque financièrement, je peux. De côté. Voilà. Maintenant, je ne sais pas où aller. Donc, ce que je fais, c'est que, comme j'ai beaucoup d'énergie à disposition,
et que j'arrête les tournages, je me dis mince, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il se trouve que j'ai une amie qui était actrice aussi, qui a arrêté à ce moment-là et qui s'inscrit en école de cirque professionnel. Une amie française? À Los Angeles. Non, américaine, qui s'appelait Belladonna. Et qui était une actrice très très connue, une femme adorable. Et on a arrêté à peu près en même temps. Enfin, elle a arrêté un peu avant moi. Et en fait, je la suis. Je me dis, bah tiens, je vais faire comme elle. J'ai besoin de nouveaux défis. Il y a aussi le fait que lorsque je la vois faire un numéro de tissu aérien, donc c'est une discipline artistique de cirque qui consiste à faire des figures en hauteur. Voilà, exactement. Ça me fait rêver. Et je me dis, bah moi aussi je veux faire ça. Ça part de là en fait, comme avec la gogo danseuse. Je vois ça, je dis waouh, c'est trop beau. Alors sachant que j'ai le vertige, donc c'est pas forcément la discipline la plus appropriée, mais ça me fait rêver. Et pour moi, c'est un argument suffisant. Ça me fait rêver. Qu'est-ce qui te fait rêver? Que tu peux continuer à épater les gens d'une autre façon? Non, c'est utiliser son corps autrement. On n'est pas dans la nudité, on n'est pas dans on est dans quelque chose de poétique à ce moment-là. C'est ça. Il y a une dimension artistique. Donc ce n'est pas en rapport avec le public à ce moment-là. C'est que j'ai envie de me prouver probablement que je peux être autre chose qu'un corps nu qui s'exhibe et qui suscite une forme de désir, mais c'est même pas du désir, ce sont des pulsions. Et j'ai envie de beauté, j'ai envie de grâce et de me reconnecter à quelque chose de joli. Donc je m'inscris en école de cirque et ça dure quelques mois et je finis par rentrer en France où je vais tourner en tant que comédienne habillée avec du dialogue. Donc tu peux mettre les racines dans un nouveau monde. Il y a déjà ton pays t'accueille et tu as des autres opportunités. Oui, mon pays m'accueille, mais je vois la différence avec les États-Unis quand même. Aux États-Unis, on est quand même dans un état d'esprit où si on veut, on peut. Si on est différent, c'est une force. Si on fait du X, c'est pas un problème. Si on montre qu'on a l'envie de créer quelque chose, une carrière, il y a quand même un respect de l'audace, voire même de l'arrogance. En France, c'est plutôt l'inverse. En France, il faut faire profil bas. Il y a encore beaucoup de préjugés par rapport aux actrices X, donc beaucoup de discrimination. Et je vais vite réaliser qu'effectivement, ce n'est pas simple de passer du X au cinéma traditionnel parce qu'on me le rappelle tout simplement. C'est que j'ai marqué, c'est normal. Hein, j'ai quand même travaillé 13 ans dans le X et on me reconnaît en tant qu'actrice X et on n'a pas forcément envie de m'employer dans d'autres registres. Et donc, après ces deux casquettes, qu'est-ce qui se passe? Ils te les enlèvent tout de suite et tu laisses tomber et tu cherches quelque chose d'autre de parallèle qui te fasse battre ton cœur, ou t'as des autres occasions et ils t'enlèvent des rôles au dernier moment pour ton passé? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Alors en fait, moi je persévère et il y a aussi un truc, c'est que plus on me dit tu ne pourras pas faire ça, ça vient de mon père. Et plus tu t'acharnes. Exactement, parce que j'aime bien prouver aux gens qu'ils ont tort. Ça me stimule. Je le fais pas pour eux parce que sinon on n'a pas fini, hein. Mais c'est vrai que ça me stimule quand on me dit ça va être difficile, on ne voudra pas de toi. Je dis ouais d'accord, c'est vrai. Quel est mon pourcentage de chance de réussir? 1%? Ok, je prends les 1%, on va voir. Mais bon, le truc c'est qu'on n'a pas forcément le contrôle sur son environnement et à ce moment-là, c'est vrai que je n'en fais qu'à ma tête. Mais c'est vrai que aussi, à un moment donné, je dois bien faire face aux limites. Et donc, on me dit, non, on t'a reconnu, ça va pas le faire. C'est compliqué. Mais je veux me donner les moyens. Je veux surtout prouver que je suis capable de faire autre chose. Donc, je me reconnecte aux arts martiaux. Et comme je suis fan de films d'action, de films de genre, je m'entraîne avec des cascadeurs et je produis mes bandes démos où je fais des scènes de fight, des scènes de combat. Je me dis, en fait, l'image est plus forte que les paroles. J'aurais beau dire aux gens, j'ai envie de faire ça, je suis prête vraiment à prendre des risques. C'est à moi de montrer que je suis capable de faire autre chose et qu'à ce moment-là, quand on me voit faire mes scènes de combat, on oublie en fait, l'actrice que j'ai pu être. Ça fonctionne, mais
Le cinéma, c'est pas juste une histoire de savoir-faire, c'est un business. Il faut être bankable, il faut rassurer, il faut vendre. Et à ce moment-là, je n'ai pas trop conscience de ça. Donc je suis très naïve quelque part. C'est que je pense que si on bosse, on a. Mais ça fonctionne pas comme ça. Et finalement, le X, pour ça, était peut-être un peu plus honnête et simple. On fait ou on fait pas. Dans le cinéma, c'est quand même un business. Et donc, tu te décourages à un certain moment, tu changes ou tu persévères encore? En fait, je persévère jusqu'au moment où je me blesse. Je suis sur un tournage au Cambodge pour un film d'arts martiaux, un film de combat. Je joue la méchante, donc ça me plaît. Et en fait, je me blesse juste avant le tournage. Je ne veux pas abandonner pour autant, donc je fais ma scène de combat avec ma double entorse, et je vais le payer. C'est-à-dire que je vais vraiment mettre du temps à m'en remettre, et tout ce temps-là, je ne peux pas faire de casting, j'arrive pas à marcher sans boiter, donc c'est un gros stop qui me met face aux limites de mon corps, et donc je suis obligée d'explorer autre chose, et c'est très bien. Évidemment que je le vis mal. Évidemment qu'à ce moment-là, je me sens désemparée parce que j'ai mis toute mon énergie, mon intention dans le fait de devenir comédienne, de films mainstream. Et c'est dur. Et en même temps, à ce moment-là, je pense à Bruce Lee. Je me dis, le jour où il s'est retrouvé à l'hôpital paralysé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un livre. Ok, je vais écrire mon livre. Maintenant, j'ai quelque chose à raconter. Et je me dis aussi que c'est peut-être le signe qu'il faut explorer dans une autre direction. Jusqu'à présent, j'étais tournée vers l'image. Peut-être qu'il est temps, en fait, de s'intéresser à une dimension plus introspective, plus intellectuelle, plus spirituelle aussi. Et je commence à me former je me forme déjà en massage bien-être, parce que j'ai envie d'appréhender toujours le corps autrement. Le corps reste au centre de ma démarche. Je me forme en yoga aussi, parce que ça m'aide en fait dans ma démarche de rééducation. Et je découvre une autre forme de performance. Je découvre les bénéfices de la lenteur, les bénéfices du détachement vis-à-vis du résultat, vis-à-vis de la performance. Je commence à ressentir, et non plus seulement intellectualiser, l'importance de l'ancrage, de la respiration, de être dans le moment présent. Et ça, c'est une grande découverte pour moi, parce que jusqu'à présent, j'étais dans la course. Il fallait toujours plus de stimulation, toujours de l'ego. Et là, ça me calme. Et parallèlement, j'ai souvent des demandes de conseils de la part de personnes qui ont besoin d'être orientées par rapport à leur vie amoureuse, leur vie sexuelle. Comment ils s'approchent à toi? À travers les réseaux sociaux? Réseaux sociaux, mails, et ça m'étonne. Et depuis des années d'ailleurs, on me sollicite par rapport à ça. Et je me sens pas légitime. Je me dis mais c'est bizarre parce que j'incarne une sexualité. Enfin, j'ai incarné une sexualité qui était une sexualité de show, de performance, qui a créé des complexes chez certaines personnes. C'est bizarre en fait qu'on me demande mon avis pour des relations amoureuses, des relations de couple. Et je me dis, c'est que ça doit faire sens pour ces personnes-là. Et ce qui ressort, c'est que à ce moment-là, ce qui compte pour elles, c'est de ne pas être jugées. Elles ont besoin d'être accueillies. Elles ont besoin de sentir que elles ne vont pas être regardées comme des bêtes curieuses. Et elles se disent, elle doit savoir déjà quel effet ça fait. Je pense qu'elle a vu quand même pire. Et j'ai quand même le sentiment que son expérience lui permettra déjà de m'entendre et peut-être de me donner un conseil. Donc, je fais de mon mieux, mais je sens que ce n'est pas suffisant et que pour vraiment faire mon métier, j'ai besoin d'acquérir des outils qui vont faire de moi quelqu'un de solide et de fiable. De former, de préparer. C'est ça, c'est important parce que c'est une chose de pouvoir être à l'écoute de quelqu'un, mais si je ne parle qu'à travers mon expérience, c'est dangereux parce que, et c'est très prétentieux aussi, c'est que mon expérience reste limitée à qui je suis, elle n'est pas forcément utile ou applicable bénéfique sur les autres, il faut avoir une méthode. Exactement. Donc je décide de me former à l'hypnose
parce que c'est une technique qui m'a aussi accompagnée durant mon parcours de manière ponctuelle et j'ai pu en constater vraiment l'efficacité. Et là, c'est génial parce que quand on se forme à l'hypnose, on continue de travailler sur soi et on lève plein de barrières, on met du sens dans plein de choses. En fait, c'est comme si son histoire, c'était une constellation. Et c'est exactement ce que tu fais aussi à travers ce type d'interview, ce type d'échange. C'est qu'on explore les racines et puis après, on regarde les branches et comment elles se sont développées et comment certaines se sont peut-être limitées aussi. Mais tout ça est rassemblé autour de son être, de son histoire. Et l'hypnose, c'est vraiment un voyage à travers ça. Donc les questions qu'il te posait, que les personnes te posaient, c'était toujours les mêmes, mais tu as attendu d'avoir une méthode pour pouvoir donner des réponses ou pour pouvoir les guider vers des réponses. Oui. Non, que chacun donne à soi-même. Je leur répondais avec le niveau de connaissance que j'avais en fait, mais ça restait limité. Et puis un jour, j'ai décidé vraiment de me professionnaliser et j'étais persuadée qu'à partir du moment où j'allais demander à être rémunérée pour ces conseils, j'étais persuadée que les gens allaient me dire on va se diriger ailleurs. Et en fait, ça a créé l'effet inverse. À partir du moment où j'ai annoncé sur mon blog, à l'époque, j'avais un blog qui s'appelait Ma vie de ninja. Quand est-ce que tu l'as annoncé ? 2018. D'accord. Ouais. Et en fait, ça a créé l'effet inverse. C'est que ça a créé la demande. En fait, ça a renforcé la demande et un sentiment de sécurité parce que d'un seul coup, j'annonçais qu'il y avait un cadre. C'est OK, je suis prête à vous accueillir en séance et là vraiment, je suis disponible pour vous avec les outils que j'ai. Séance physique ou en ligne, de quelle façon En présentiel à Paris. Tu échanges, d'accord. Ouais, en présentiel à Paris, dans un cabinet dont j'ai été virée. Je le louais et en fait quand les propriétaires ont pris connaissance de mon passé, ils m'ont dit non, vous n'êtes pas la bienvenue ici. Donc je me suis dit merde, alors c'est quand même gonflé parce que forcément c'était douteux pour eux en tout cas. Donc j'ai dû trouver un autre lieu et non, ça s'est très bien passé parce que tout est une question de cadre hein. Et je n'ai jamais été en danger, je n'ai jamais été dans des contextes bizarres. Quand j'ai annoncé à mes amis, à mon entourage, que j'allais faire du conseil en sexualité, forcément, on m'a dit « Oulala, mais tu cherches les problèmes, hein, tu vas tomber sur des pervers. » Parce que forcément, parler de sexualité, c'est forcément être pervers. Non, c'est parler de vulnérabilité, c'est parler de ses peurs, de son identité aussi. Et j'ai aussi proposé des séances de massage bien-être, puisque j'étais formée pour ça. Ça aussi, ça a été une interrogation. Parce que forcément, ancienne actrice X qui fait des massages, on peut s'imaginer plein de choses. Mais il se trouve que moi, j'aimais vraiment masser des hommes, des femmes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap aussi. J'ai eu des personnes qui ne s'étaient jamais faites masser parce qu'elles complexaient de leur corps et parce qu'elles avaient peur d'être jugées ou de faire peur. Et c'était très émouvant, en fait, d'avoir ce privilège de leur offrir cet espace parce parce qu'il y avait aussi cette idée que je n'allais pas les juger et c'était vrai. C'est qu'à ce moment-là, oui, vous êtes le bienvenu et je suis là pour vous. À ce moment-là, c'est pas un massage de spa, c'est pas thérapeutique, mais en tout cas, c'est vraiment c'est un cadeau. Donc, j'aimerais bien que tu puisses attirer les personnes pour pas les faire sentir seules, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non, je me sens ridicule, il y a personne qui pourra répondre à mes questions, ça n'existe pas, je dois résoudre mon problème, et ils sont seuls, seuls sans la réponse, et donc ils vont reculer au lieu de s'évoluer. Je pense que toi, tu es un guide de l'évolution, non ? D'ailleurs, j'accompagne beaucoup de personnes dans leur changement de vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement tout ce qui touche à la sexualité, bien mais sûr. C'est aussi j'ai du mal à quitter mon métier, je me sens enfermée et souvent on parle d'autorisation. Donc parmi les questions qui reviennent beaucoup, c'est est-ce que c'est normal, est-ce que j'ai le droit ? Ça parle beaucoup d'autorisation. En fait, je pense que le mot-clé, c'est vraiment liberté. Et c'est souvent en tout cas, les paroles qu'on me prononce, c'est vous avez osé.
Et c'est pas tant une histoire de vous avez osé faire du X, j'aimerais faire la même chose. À la limite, on s'en fout du X. C'est autant vous avez osé faire du X, mais vous avez aussi osé quitter le X pour faire autre chose. Oui, ils veulent ton courage. Ils veulent comprendre où tu prends ton courage. Oui, en fait, c'est une forme effectivement de courage parce qu'en fait, on a tous peur et on a le droit. Et souvent, c'est ça. C'est est-ce que j'ai le droit de douter? Parce que mes parents m'ont dit que, parce que en tant qu'homme, je dois assurer. J'ai cette image de l'homme qui doit être à la hauteur. Parce qu'en tant que femme, je me dis que ça ne se fait pas. Donc on est toujours dans des problématiques autour de l'autorisation, autour du fait d'oser, d'avoir de l'audace, mais aussi de s'autoriser à avoir peur, de s'autoriser à un moment donné à dire non au risque de ne pas plaire, au risque, oui, effectivement, parfois d'être rejeté. Et alors, et de vivre malgré tout avec ça, parce qu'il y a beaucoup de pression. Les hommes vont le vivre différemment des femmes, mais je crois que finalement, on est tous égaux à ce niveau-là. Les besoins sont les mêmes. Ce sont des besoins fondamentaux de reconnaissance, de trouver sa place aussi. À propos de droit, est-ce que les psychologues te disent que tu n'as pas le droit de faire ça? Eh bien, je m'entends très bien avec les psychologues, les psychiatres, les sexologues que je rencontre. J'ai même été conviée à participer à une conférence au congrès de sexologie en France. Je collabore aussi avec un médecin sexologue régulièrement. Je reste à ma place. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas soignante. Je suis Céline Tran qui est formée à l'hypnose. Je suis également formatrice. Je me suis aussi formée en psychopathologie, en sexoanalyse. Je continue de me former d'ailleurs. Là, je suis en train de passer mon diplôme en santé sexuelle à l'université à Paris. Je suis toujours étudiante, mais je pense qu'on est tous complémentaires. Et que l'intelligence, c'est ça, c'est d'avoir conscience de notre place, de nos limites, et d'être au service de la personne qui a besoin d'avoir des réponses, d'avoir une écoute. Et être professionnel, c'est reconnaître ses limites. C'est aussi de dire, je ne suis pas en mesure de vous accueillir, et je n'hésite pas à le faire, bien sûr. Il y a beaucoup de femmes qui viennent chez toi ? Oui, mais plus d'hommes. Mais de plus en plus de femmes qui viennent me consulter, beaucoup dans des problématiques autour du désir, beaucoup de personnes qui ont vécu des abus sexuels. Beaucoup de viols, beaucoup d'agressions, beaucoup de violences. Des hommes aussi d'ailleurs, en fait, des hommes aussi qui sont en situation d'addiction. Il y a beaucoup de souffrance, c'est-à-dire que les personnes qui viennent me consulter viennent pas des conseils pratiques sur comment faire, quelle position adopter. C'est très rare. Ou alors, sans mauvais jeu de mots, ça va être la porte d'entrée. C'est-à-dire que certains vont commencer par ça, quelque chose un peu en surface. Ouais, plus superficiel, après vous rentrez d'un côté plus introspectif. Oui, voilà. Plus profond. Et c'est pour ça que chacun a besoin chacun a son rythme. Et moi, je respecte ça. Maintenant, c'est vrai que comme j'annonce que j'accompagne autour des troubles de la sexualité, eh bien, ça donne une autorisation qui est déjà claire. Et beaucoup de personnes, très vite, vont parler de leur intimité, ils vont très vite être directs par rapport à ce qu'ils vivent. Quel est le titre de ton métier ? T'es un coach ? Oui, coach, mentor. Mentor, pourquoi ? Parce que, alors je sais que ça peut paraître pompeux, mais c'est parce que vraiment, très souvent, on me dit, je viens aussi vous consulter par rapport à votre expérience et j'aimerais avoir votre point de vue de par votre expérience. Donc, et voilà, il y a ce regard-là par rapport à l'expérience. Coach, parce que je vais proposer des programmes pour mettre en action la personne. J'aime bien le terme d'accompagnante. Parce que je marche aux côtés de la personne, mais je ne vais jamais dire « tu dois faire ça ». En fait, ça les embête parce que les gens aiment bien qu'on leur dise « fais ci, fais ça ». On le voit beaucoup dans les discours de coach. Bien sûr qu'il y a des principes, mais la liberté, l'autonomie, pour moi, sont des thèmes très importants, puisque je t'ai raconté mon parcours, et donc il est hors de question que je dise aux personnes « Ah non, tu dois faire ça. Moi, je sais. Tu dois m'écouter. Non. Je vais t'accompagner pour que tu te poses des questions et c'est toi qui vas trouver la réponse par rapport à tes valeurs. »
Voilà, je crois que le meilleur chemin, c'est accompagner les personnes. Oui, c'est ça, en eux-mêmes et en fait, développer leur autonomie. Bien sûr. Et pour qu'ils soient libres dans leur choix. Parce que ça sera la meilleure manière pour eux d'assumer ce choix-là. Si ce choix vient de l'extérieur, le risque, c'est qu'ils le regrettent. Et c'est une forme d'emprise. Et c'est d'ailleurs le risque des dérives autour du coaching. C'est de se transformer en gourou. Donc, on peut parfois, de manière stratégique, être directif, mais c'est toujours pour que la personne puisse être libre de ses actes et responsable de ses actes. Je t'ai entendu dire que plus les personnes s'énervent et plus tu restes calme. Alors je voulais te demander, quand est-ce que tu t'énerves? Qu'est-ce qu'il faut faire pour te faire fâcher, pour te contrarier? C'est quoi la corde qu'il faut toucher? En fait, ce qui m'insupporte, ce sont les personnes qui ne vont pas, qui vont être tellement tournées vers elles qu'elles ne vont pas éveiller leur radar pour prendre conscience qu'il y a d'autres personnes autour d'elles. Et ça, c'est vraiment très problématique. Des personnes qui prennent beaucoup de place et qui écrasent les autres. Vu que quand tu étais petite, tu étais pleine de colère et tu l'as défoulée en donnant de l'espace à ta liberté. Maintenant, comment tu gères un moment où tu es vraiment en colère? Tu le montres à la personne qui est devant toi? Comment tu gères l'émotion? La colère, c'est une émotion très forte. Oui. Tu sais la gérer? C'est rare que je sois en colère. Je vais plus être irritée. Mais pour que je sois en colère, franchement, il faut la dose. La base, Hulk, je vais répondre comme Hulk, je suis toujours en colère. Mais non, plus sérieusement, c'est une question de respiration. Quand il y a trop d'émotions... Zen. Voilà, ancrage, tout va bien... Et puis un petit film d'horreur pour se détendre. Voilà, un petit Silence des agneaux, un verre de Chianti, ça détend. Moi, je suis prêt pour la dernière question, ça veut dire qu'on est arrivé au fond. Oui. Je voudrais te demander si j'ai pas traité un sujet qui était intéressant pour toi, ça veut dire si tu avais envie de partager quelque chose que je n'ai pas touché. Oh. On pourrait parler des jours. C'est un plaisir d'ailleurs que d'échanger. Mais merci parce qu'on a abordé des thèmes qui pour moi sont très importants comme l'amour, la tendresse, la liberté. Donc déjà merci pour ça. Le chat. Bon enfin le chat quoi. Tu sais quand j'ai évoqué l'importance, on a évoqué les câlins. On parle de la tendresse entre les humains. Mais je crois qu'on oublie que parfois, le meilleur modèle, il est dans la nature, et à disposition, sans les mots. C'est génial de parler, c'est important hein, de poser des mots sur ce qu'on ressent, sur notre histoire. Ça peut libérer, mais ça peut enfermer. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, moi, je les encourage aussi à se poser les mêmes questions que tu poses et à se les appliquer à elles-mêmes, pour voir en fait quelle réponse elle donnerait, mais de proposer d'imaginer deux versions. La version dramatique, négative, peut-être celle qui vient spontanément, celle où on va se plaindre, on va être malheureux, on se dit « Ah, c'était pas facile, ah, puis il y a eu ça ». Et puis de s'amuser aussi à faire la version ouais, mais il y avait ça quand même, il y avait de la lumière. Et aujourd'hui, je suis la somme de toutes ces histoires, de toutes ces émotions, et je suis vivant. Donc, ouais, ça vaut le coup. Ma dernière question est très simple. C'est comment vas-tu, mais c'est un bilan de la vie. C'est-à-dire que je voudrais savoir ici et maintenant, dans cette période de ta vie, si tu t'écoutes profondément, comment vas-tu? Heureuse, amoureuse, vivante. Merci Céline, on a terminé. Merci beaucoup. Merci. Merci. Salut tout le monde, merci de m'avoir si bien accueilli dans cette saison avec ce nouveau projet. J'espère que l'âme de One More Time puisse continuer à vous toucher et que les épisodes continuent à vous plaire. Je vous laisse ici autour de moi d'autres interviews que je vous conseille fortement qui m'ont vraiment touché. Je vous remercie et belle allée.